En 1901, des plongeurs grecs à la recherche d'éponges découvrirent, au large des côtes d'Anticythère, l'épave d'un navire romain du 1er siècle av. J.C., d'où ils extrairent un ensemble de fragments de bronze et de bois fortement corrodés. La découverte, d'abord jugée peu significative, se révéla être l'un des artefacts les plus extraordinaires de l'Antiquité. Le mécanisme d'Anticythère, comme on le nomma par la suite, est aujourd'hui largement considéré comme le plus ancien exemple connu d'un dispositif de calcul complexe et, en même temps, comme l'instrument technologiquement le plus avancé ayant survécu à l'époque hellénistique. Son analyse a révélé un niveau de connaissance technique et astronomique qui, durant de nombreux siècles, semblait hors de portée des artisans de l'Antiquité. L'appareil, conservé à environ un tiers, était à l'origine composé d'un système d'au moins 30 engrenages finement réalisés, logés dans un boîtier de la taille d'un petit livre. Sa conception permettait de reproduire mécaniquement les cycles astronomiques au moyen de rapports de transmission soigneusement calibrés. Sur la face avant se trouvait un anneau rotatif zodiacal et calendaire, servant à indiquer la position du Soleil et de la Lune sur le fond des constellations. La face arrière était équipée d'un ensemble de cadrans spiralés et concentriques représentant de longs cycles calendaires, dont le cycle de Méton de 19 ans et le cycle de Saros de 223 mois, utilisés pour prévoir les éclipses. Les engrenages reconstitués indiquent également l'utilisation d'un mécanisme différentiel permettant de modéliser la vitesse variable du mouvement de la Lune, une solution qui ne réapparaîtra en Europe qu'au cours du bas Moyen-Âge. Une partie essentielle de l'appareil réside également dans les inscriptions conservées, environ 2000 signes répartis sur le boîtier et les cadrans qui servaient à la fois de mode d'emploi et de commentaires astronomiques. Leur contenu suggère que le mécanisme n'était ni un prototype ni un jouet, mais un outil complet et pleinement fonctionnel. Malgré l'incomplétude du matériel retrouvé, on est parvenu à déchiffrer des mentions de cycles planétaires, des listes d'éclipses, ainsi que des indications relatives aux jeux panhelléniques. Le déchiffrement des inscriptions et l'analyse de la structure interne de l'appareil, réalisées grâce à la tomographie au rayon X et à des méthodes numériques avancées, compte parmi les plus grandes réussites de l'archéométrie contemporaine. La datation du mécanisme situe sa création au IIe ou dans la première moitié du IIIe siècle av. J.C., ce qui le relie à une période de développement intense de l'astronomie grecque. De nombreux chercheurs évoquent de possibles liens avec les centres scientifiques de Rhodes ou de Pergame, ainsi que l'influence potentielle des théories d'Hipparque de Nicée. Le haut degré de précision technique, tant dans la construction des engrenages que dans la conception même de l'appareil, indique l'existence d'une tradition artisanale bien plus riche que ce que les sources archéologiques laissent entrevoir. La coupe de Lycurgue est un calice de la période romaine tardive qui, tout en étant une œuvre d'art décorative éblouissante, constitue également un véritable petit laboratoire de physique optique et continue d'émerveiller tant les scientifiques que les visiteurs de musées. Réalisée au IVe siècle apr. G.C., elle est considérée comme le plus parfait exemple des diatrota, ces coupes ajourées taillées dans un unique bloc de verre massif, laissant une structure décorative délicate et autoportante, intimement liée à la paroi du récipient. Dans le cas de la coupe de Lycurgue, cette technique extraordinaire servit à représenter une scène dynamique du mythe du roi Lycurgue, puni par Dionysos et son cortège pour s'être opposé à son culte. Toutefois, ce qui attire avant tout l'attention des chercheurs et du public, c'est le phénomène optique grâce auquel la coupe semble changer de couleur selon l'éclairage. À la lumière réfléchie, elle apparaît opaque et verdâtre, mais rétroéclairée, elle s'embrase d'un rouge profond, presque hypnotique. Ce phénomène, demeuré inexplicable pendant des siècles, s'est avéré être le résultat d'une manipulation extrêmement précise, quoique probablement pas entièrement consciente de la structure du matériau. Dans le verre, on a découvert la présence de particules colloïdales d'or et d'argent, mesurant quelques dizaines de nanomètres si petites que seules les techniques de microscopie électronique du XXe siècle ont permis de les identifier. Ces nanoparticules interagissent avec la lumière de manière que la physique moderne décrit comme une résonance plasmonique. Les ondes lumineuses, courtes vertes et bleues, sont réfléchies, tandis que les plus longues rouges traversent la structure du verre. Cet effet, bien connu aujourd'hui dans les technologies de matériaux avancés, a dû être découvert dans l'Antiquité par essais et erreurs peut être en raison d'une contamination accidentelle du verre en fusion par des particules de métaux précieux provenant d'ateliers d'orfèvrerie voisins.
Mais ce n'est pas là la seule énigme que recèle la coupe de Lycurgue. La technique même de fabrication d'un calice ajouré était extrêmement complexe. Elle exigeait une précision exceptionnelle dans le façonnage du verre, suivi d'un long et minutieux travail de découpe et de polissage. Le feu grégeois était une technologie mystérieuse mise au point par l'Empire byzantin, utilisée à partir du 7e siècle comme une arme incendiaire strictement secrète et d'une puissance destructrice exceptionnelle. Les sources byzantines le qualifiaient de « feu marin » ou de « feu liquide » et sa réputation tenait à sa capacité étonnante de se maintenir à la surface de l'eau ainsi qu'à l'intensité de ses flammes que l'on parvenait difficilement à éteindre par des moyens conventionnels. Mentionné pour la première fois sous le règne de Constantin IV, le feu grégeois aurait été introduit par l'ingénieur syrien Kallinikos d'Héliopolis, bien que les chercheurs ne s'accordent pas sur le fait qu'il en soit réellement l'inventeur ou simplement le transmetteur d'un savoir technique préexistant, par la suite développé et conservé dans le plus grand secret par l'administration impériale. La composition du feu grégeois demeure, encore aujourd'hui, objet de recherche et de spéculation, les chroniqueurs byzantins ayant sciemment évité d'en révéler les détails techniques. On pense que le mélange reposait sur des produits pétroliers comme la naphte, épaissie avec des résines ou du goudron, et peut être enrichi de soufre ou de chaux vive, susceptibles de jouer le rôle de composants d'amorçage. Une telle combinaison expliquerait les caractéristiques décrites dans les sources: l'adhérence de la substance aux surfaces, la résistance des flammes à l'eau et la difficulté de les éteindre. Malgré de nombreuses tentatives de reconstitution, la science moderne n'a toujours pas été capable de reproduire la formule avec certitude, ce qui renforce son aura de mystère et fait du feu grégeois l'une des plus grandes énigmes technologiques du Moyen-Âge. Toutefois, le feu grégeois n'était pas seulement la substance elle-même, mais faisait partie d'un système d'armes complexe dans lequel les dispositifs de projection et la tactique navale jouaient un rôle crucial. Les navires byzantins étaient équipés de siphons des tubes métalliques reliés à des pompes qui projetaient un jet de liquide enflammé sur les navires ennemis. Dans d'autres situations, on utilisait des récipients en céramique ou des grenades remplies du mélange incendiaire, lancées à la main ou au moyen de machines de siège. L'utilisation des siphons demandait de l'expérience et de la précision, leur bon fonctionnement dépendant du maintien d'une pression adéquate et de l'allumage correct, ce qui faisait de cette arme un outil réservé à des équipages spécialement formés. L'efficacité du feu grégeois joua un rôle considérable lors de la défense de Constantinople contre les attaques arabes et dans les affrontements navals ultérieurs, où il décida souvent de la victoire de la flotte byzantine. L'opus ecamanticium était le béton romain, un matériau de construction si remarquable qu'il demeure, encore aujourd'hui, une énigme pour les chercheurs. Il se distingue par sa durabilité et par des propriétés qui surpassent souvent les technologies modernes. Bien qu'il fût fabriqué à partir d'ingrédients apparemment simples chaux, eau, granulates et pouzzolane volcanique, son efficacité reposait sur des processus chimiques complexes que les Romains ne comprenaient que de manière intuitive, mais qu'ils surent d'exploiter avec une précision magistrale. Ce béton non seulement durcissait après sa prise, mais mûrissait littéralement avec le temps. En milieu humide ou marin, de nouveaux minéraux se formaient dans sa structure, comblant les micro-fissures et renforçant la construction au lieu de l'affaiblir. C'est pourquoi les ports, quais, canaux, thermes et édifices monumentaux romains comme l'extraordinaire coupole du Panthéon ont survécu non pas des décennies, mais des millénaires. Les recherches les plus récentes ont montré que le secret de ce matériau ne tenait pas du hasard, mais de choix technologiques délibérés. Les Romains utilisaient non seulement des types spécifiques de cendres volcaniques, mais aussi la technique du mélange à chaud, dans laquelle on incorporait de la chaux vive réagissant violemment avec l'eau, ce qui élevait la température du mélange tout entier. Il en résultait la formation d'inclusions calcaires caractéristiques, capables de se dissoudre et de recristalliser sous l'effet de l'humidité, conférant à l'opus caamanticium une véritable capacité d'autoréparation. Lorsque de l'eau pénétrait dans une fissure, des réactions chimiques s'enclenchaient et finissaient par la refermer. Le béton Portland moderne, malgré sa popularité, n'offre pas de telles propriétés, et sa durabilité se mesure plutôt en décennies qu'en siècles. De plus, de nombreuses constructions romaines étaient édifiées directement dans l'eau de mer, un milieu habituellement très agressif pour les bétons modernes. L'opus caamanticium, au contraire, gagnait en résistance au contact de l'eau salée. Des réactions internes conduisaient à la formation de minéraux rares, tels que le tobermorite, qui rigidifiaient et consolidaient encore davantage l'ensemble.
Paradoxalement, ce que nous considérons aujourd'hui comme une menace pour les structures constituait pour les Romains un facteur de renforcement. Le disque de Nébra est une plaque de bronze datant de l'âge du bronze, d'environ 32 cm de diamètre et pesant environ 2 kg, ornée de symboles dorés, qui constitue la plus ancienne représentation connue de phénomènes célestes en Europe du Nord. Sur la surface patinée du bronze se distingue un cercle d'or interprété comme le soleil ou la lune pleine, un croissant doré, des points d'or dispersés, identifiés comme des étoiles, ainsi que des arcs d'or ajoutés ultérieurement, et un motif énigmatique évoquant une embarcation dont la signification reste au centre de recherches archéologiques intensives. L'artefact a été découvert illégalement en 1999 par des prospecteurs équipés de détecteurs de métaux sur la colline de Mittelberg, près de la ville de Nébra en Saxe-Anhalt, puis récupéré grâce à l'intervention des autorités. Le disque a été mis au jour dans un dépôt intentionnel, accompagné de 2 épées en bronze, de 2 haches, de 2 bracelets spiralés et d'un ciseau, ce qui indique clairement une déposition rituelle plutôt qu'une perte accidentelle. Sur la base de la typologie des objets associés, de datation au radiocarbone, d'analyse métallurgique et isotopique, ainsi que d'études microscopiques, il a été établi que le disque fut fabriqué au début de l'âge du bronze, vers 1600-1700 Save, J.C. Autrefois, certaines controverses suggéraient une datation plus tardive, mais des études archéométriques ultérieures ont confirmé son origine protohistorique, ainsi que sa complexe histoire de fabrication, comprenant au moins 2 phases de modification. Sur le plan technologique, le disque de Nébra révèle un niveau de maîtrise métallurgique et conceptuelle qui a surpris les chercheurs. La fine plaque de bronze fut à plusieurs reprises chauffée, martelée et recuite pour obtenir une surface durable et pourtant malléable, adaptée à une incrustation précise d'or. Les analyses de composition chimique et de provenance des matières premières indiquent l'utilisation de minerais métalliques provenant de régions éloignées, ce qui témoigne de l'existence de vastes réseaux d'échanges de matériaux ou d'objets manufacturés à l'âge du bronze. La batterie de Bagdad est l'un des artefacts les plus énigmatiques de l'ancien Proche-Orient. Elle a été découverte dans les années 1930 sur le site de Khoujoud-Rabou, près de l'ancienne cité de Ctésiphon. Elle se compose d'un récipient en terre cuite contenant un cylindre de cuivre, une tige de fer et un bouchon de bitume. Cette combinaison d'éléments apparemment anodine intrigue les chercheurs depuis des décennies, car sa forme rappelle une simple pile galvanique, même s'il n'existe aucune preuve concluante qu'elle ait réellement été conçue pour un usage électrique. L'idée d'une telle interprétation est apparue en 1938, lorsque Wilhelm König a suggéré que le récipient aurait pu servir à l'électrodéposition ou à des expériences thérapeutiques utilisant le courant électrique, ce qui, si cela était vrai, repousserait de plusieurs siècles les débuts de la technologie électrochimique. Des reconstitutions modernes de l'appareil ont démontré qu'avec un électrolyte acide comme du vinaigre ou du jus de raisin, une structure similaire peut produire une faible tension électrique. Plusieurs de ces cellules, reliées en série, peuvent effectivement alimenter un simple processus d'électrodéposition ou provoquer une légère sensation électrique sur la peau. Ces expériences ne confirment que la possibilité chimique du fonctionnement, sans toutefois éclairer son usage réel dans l'Antiquité. Une grande partie du milieu archéologique reste sceptique quant à l'hypothèse de la batterie. Les artefacts ne présentent aucune trace de fils conducteur, ni d'autres éléments permettant de créer des circuits plus complexes, et les analyses chimiques n'ont révélé aucun résidu typique de l'électrodéposition. De plus, la construction du récipient rendrait difficile le maintien d'une réaction électrochimique sur la durée. On souligne également que des associations similaires de matériaux cuivre, fer, bitume apparaissent dans des contextes rituels, magiques ou funéraires, ce qui rend plus probable une fonction symbolique plutôt que technologique.